Mina Gol. Bonjour Mina. Bonjour Anna. Alors Mina est gestalt thérapeute, auteur, conférencier. Elle est experte aussi en libération de mémoire cellulaire, on va parler tout à l'heure. Est une passionnée de l'éveil de conscience. Elle rayonne ce qu'elle parle, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup son travail. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Pardon. C'est juste le pardon? Je ne sais pas Non, si... apprivoiser le pardon. J'ai mal noté. Apprivoiser le pardon. Et elle est animatrice aussi des cercles de pardon inversé. On va parler tout à l'heure de quoi, qu'est-ce que c'est le pardon inversé. Alors, Mina, comme je disais tout à l'heure, tu es quelqu'un qui pour moi, ton nom, c'est presque un synonyme de résilience. Qu'est-ce que pour toi, personnellement, qu'est-ce que pour toi ça représente la résilience? Alors, le mot résilience, moi, je l'ai découvert bien après avoir entamé ce chemin de résilience. Je ne savais même pas que ça existait. Et je me suis pas tout de suite reconnue comme résiliente, d'ailleurs. C'est intéressant. Pour moi, j'avais juste continué de vivre et j'avais juste tenté déjà de vivre jour après jour. J'ai presque envie de dire comme si c'était le dernier, et sans balise, sans rien. Et c'est seulement au bout, je dirais au bout du chemin, même qu'on n'est jamais arrivé au bout du chemin, mais je dirais au bout de la souffrance, quand j'ai retrouvé la joie de vivre, quand j'ai retrouvé un sens à tout ce qui m'était arrivé, que j'ai saisi à ce moment-là que j'étais sans doute une résiliente, et parce que j'avais lu le livre d'un grand résilient, Martin Gray, c'est lui qui m'a donné cette capacité, cette envie de faire le choix de vivre et d'aller dans ce chemin de résilience. Merci Mina. Je vous rappelle à vous qui venez de vous connecter que vous pouvez poser vos questions en bas de la vidéo. Vous descendez, il y a la possibilité de poser des questions seulement sur Facebook. On n'a pas d'autres moyens, mais vous pouvez poser des questions tout à l'heure à Mina. Alors Mina, est-ce que tu peux nous partager, si tel est ton choix, quelle est ton histoire? Pourquoi tu te considères aussi résiliente après cette histoire? Qu'est-ce que tu peux nous partager de ce que tu as vécu, pardon? D'accord. En fait, je ne vais pas m'attarder sur les détails, parce que les Oui, bien sûr. détails, puis même si certains veulent les trouver, ils sont dans mon livre. Mais tout simplement, j'ai vécu un couple passionnel qui a terminé par une destruction, dans le sens qu'après une demande de divorce, mon mari s'est suicidé avec nos 2 enfants, la maison a brûlé avec eux, enfin voilà. Il ne restait plus que des cendres, et moi survivante. Donc c'est clair que à ce moment-là, moi-même, je peux dire que j'étais en quelque sorte désintégrée. Hein, c'est une partie de moi est morte aussi ce jour-là. Et les personnes autour de moi, j'en ai entendu qui disaient, bah, elle est foutue, elle ne peut pas survivre à ça, ou elle va se suicider, ou elle va tomber gravement malade, enfin voilà. J'ai entendu ça, et au fond de moi, je me disais, ben oui, ils ont raison. Et pourtant, il y avait quand même quelque chose en moi qui me disait, mais mes enfants sont morts pour rien, parce que quelque part, mes enfants sont morts parce que j'avais choisi de divorcer. J'avais choisi qu'ils soient heureux, j'avais choisi qu'ils soient libres d'une violence conjugale qui commençait. Et donc, souvent, je me disais, si je meurs moi aussi, ben, ça veut dire que voilà, leur mort aura été complètement, mais alors plus qu'inutile. Mais néanmoins, au début, j'étais pas encore tout à fait là-dedans. Hein. J'étais simplement, je me réveillais le matin en me disant, mais je pourrais jamais tenir jusqu'à ce soir. Et donc, je vivais seconde par seconde, plus que même heure par heure. Et c'était quelque chose qui était extrêmement douloureux. Le mot est petit, mais voilà. Et il s'est passé quelque chose de magique, et qui pour moi a été vraiment le déclencheur de mon choix de vivre. C'est pour ça que j'ai intitulé
mon intervention, le choix de vivre, quand tu m'as demandé le titre, je n'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, c'est ça, le choix de vivre. Je ne sais pas si les autres résilients ont conscientisé qu'il y a eu à un moment donné un choix. Moi, je sais qu'il y a eu un choix à un moment donné. C'était le jour où je voulais vraiment mourir. Et on veut souvent mourir, plus que pour mourir, c'est pour ne plus souffrir. Et là, je ne pouvais plus. C'était trop intense, c'était trop douloureux. Et j'avais programmé vraiment de quitter ce monde pour ne plus vivre cette douleur dans mes entrailles. Et il y a beaucoup de gens qui racontent des fois qu'il faut tomber au plus bas d'un trou pour tout d'un coup donner un coup de pied puis remonter. Ben moi, ce jour-là, je suis tombée au plus bas du plus bas. Et puis, il y a eu comme une force de vie inconnue, un hurlement intérieur qui a été « mais je veux bien vivre, mais comment ?» Il y a eu vraiment, c'est un cri, c'est même pas moi qui ai posé une question, c'est qu'il y a eu un cri. Et c'était comme, j'avais l'impression que j'avais hurlé, quoi. Et puis, très peu de temps après, quelqu'un a sonné à la porte. Et j'ai ouvert, et cette personne était une de mes amies. Elle venait m'offrir un livre. Et ce livre, c'était le livre de Martin Gray, Au nom de tous les miens. Donc, je dirais un petit peu ce que c'est. Et moi, j'ai failli jeter le livre. Pourquoi? Parce que je ne supportais pas qu'on me donne des livres pour m'expliquer comment on doit traverser un deuil. Et puis que peut-être il y a Dieu qui est là, ou enfin la Bible, on m'a donné des tas de choses. Je ne pouvais pas, parce que j'étais déconnectée de ça, de l'apprentissage, du mental. Et puis c'était complètement pour moi irrationnel que de lire des choses très intellectuelles. Mais là, je vais pour le jeter presque, et je lis derrière, et je vois que cet homme, il a connu les camps de concentration polonais, et qu'il a perdu absolument toute sa famille, toute sa famille. Il avait 15 ans, et il a choisi de s'enfuir sur un wagon. Il s'est caché, de toute façon, comme il disait, il n'avait plus rien à perdre. Il est parti, il a réussi à fuir du camp, il a réussi, on l'a pas vu. Et il est parti aux États-Unis où il a refait sa vie, et il a carrément eu beaucoup de succès dans ce qu'il a fait, dans les affaires. Il s'est marié et il a eu 4 enfants. Il est venu vivre dans le sud de la France. Et une deuxième fois, il a perdu sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants dans un incendie. Donc ça a fait vraiment résonance avec moi. Et je me dis, cet homme, il a vécu ça. Et puis il écrit ce livre où il parle de force de vie, et ça m'a interpellée. Parce que c'était pas du blabla, c'était un témoignage. Et à partir du moment où j'ai lu son livre d'une traite, je l'ai fini, et je me suis dit, s'il a pu, je peux, mais je ne sais pas comment. Et donc ce jour-là, j'ai choisi de vivre, et en disant, mais comment? Je veux bien, je choisis de vivre, ok, mais comment? Puisque je n'ai pas de boussole, je n'ai pas de balise, je n'ai rien. Et donc le point d'ancrage, ça a été ce moment du choix, parce qu'à partir du moment où j'ai choisi, je ne savais pas choisi quoi. J'avais juste choisi de vivre. Au début, c'était plutôt survivre, hein. Mais j'avais fait ce choix. Et à partir de là, c'était extraordinaire. Ce que j'ai vécu, c'est des synchronicités sans arrêt. Hein, la synchronicité, c'est ce fameux hasard ou ces coïncidences. Hein, c'est un mot qui a été inventé par Jung. Et le moment où tu es là, tu sais plus où tu dois aller, et tu dis mais où je vais? Puis tout d'un coup, hop, tu vois quelque chose et c'est une indication, ou alors quelqu'un t'appelle, ou alors je sais pas, tu lis un livre, enfin voilà. Et tout ce cheminement a commencé par ce choix, par cette question comme un cri dans l'univers. Et à partir de là, c'est comme si il m'avait fallu émettre. Hein. Maintenant, je sais qu'on est dans une planète de libre arbitre et qu'on a aussi à faire nos choix. Mais c'est comme s'il m'avait fallu émettre cette énergie, cette vivance, pour que tout d'un coup, la vie vienne à moi. Et la vie me porte, et ma vie me soulève, et me guide, et m'amène pas à pas dans une direction, et dans une autre, et encore dans une autre. Et chaque rencontre, chaque chose qui est arrivée à moi, qui était de l'inconnu total, parce que quand on vit quelque chose comme ça, même le mental, il avait disparu, il avait disjoncté. Mon mental n'avait pas
le mode d'emploi de qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là. Et aujourd'hui, hein, je peux dire que ça a été une possibilité incroyable pour moi de découvrir ce que c'est que de vivre sans stratégie, de vivre sans s'attarder à qu'est-ce qui va se passer et où ça va m'amener, mais de vivre l'instant totalement pour que cet instant total m'amène dans un autre instant. Et ça a été comme ça les premières années de ma vie. Et évidemment, ça m'a fait quitter complètement le chemin dans lequel j'étais, qui était un chemin très cartésien. J'étais infirmière à cette époque-là. Je travaillais en pédopsychiatrie. Et donc, j'ai pas pu reprendre mon travail. Je l'ai repris au début parce que j'adorais mon travail. J'étais passionnée de mon travail. Mais travailler avec des enfants, c'était trop difficile et je n'y arrivais plus. Donc, j'ai aussi perdu mon travail. Je veux dire, il y a eu toute cette perte de cœur, hein, du cœur, hein, vraiment. Mais il y a aussi la maison qui avait brûlé avec tout. Donc, j'avais plus rien, hein, plus de repères, plus de papier. Alors, pour ceux des fois qui perdent tout, j'ai envie de dire, même quand on perd tout, voilà, tout recommence. Tout recommence autrement ou tout continue différemment. Mais maintenant, je sais qu'on peut tout perdre et puis voilà, les choses arrivent. Il y a toujours des nouvelles possibilités. Et j'avais donc plus le travail, plus l'argent, plus la maison. Enfin bon, c'était vraiment le dépouillement total. Et peut-être que c'était une grande chance parce que j'ai été obligée, mais vraiment obligée, pour avancer, de trouver des ressources que je ne savais même pas que j'avais. En fait, je me suis pas dit, je vais trouver des ressources. J'ai pas été jusque là même. Je savais même pas demain, plus tard. Il y a des fois des gens qui me disaient, oui, mais tu sais, là, le peu d'argent que tu as, peut-être tu dois acheter un appartement, etc. Puis je me dis, un appartement. Je sais même pas si je vais vivre demain. En fait, c'est ces moments où il n'y a plus de projet. Le seul projet, c'est vivre. Voilà, c'est vivre, c'est tout. Et vivre totalement et vivre ce qui vient. Et donc, évidemment, ça a fait des dégâts collatéraux parce que les personnes autour de moi n'ont pas compris, enfin certains n'ont pas compris ce qui se passait. Ils pensaient que j'étais devenue un petit peu bizarre. Effectivement, je faisais des choses que je n'aurais jamais fait auparavant. Je me souviens de cette fois, il y a eu un déclic immense chez moi parce que un jour j'ai rencontré une astrologue. Alors l'astrologie, c'était pas du tout dans mon milieu, c'était pas dans mon milieu familial, on est très cartésien, mais c'est un peu le hasard qui a fait que voilà, j'ai eu envie de rencontrer cet astrologue avec l'idée de prouver à quelqu'un que l'astrologie c'était quelque chose de bidon. Et puis, j'ai eu une expérience incroyable avec elle parce que j'avais décidé de rien dire, de fermer la bouche, de rester assez distante. Et puis, elle s'occupait pas du tout de moi. Elle prenait ma carte du ciel. Et puis, voilà. Et puis, à un moment donné, dans la description qu'elle m'a donnée, elle m'a dit, il y a quelque chose là. Bon, je peux pas en parler parce que c'est proche, mais je ne sais pas si c'est arrivé ou pas. Je peux juste dire que c'est important, que ça va être énorme dans votre vie, mais que vous avez la capacité de le transformer. Voilà. Puis elle tournait autour du pot, elle était très très mal à l'aise. Et moi, elle a piqué ma curiosité et je lui ai dit, si c'est un drame passionnel, dites-le, parce que c'est arrivé. Et là, effectivement, elle a pu me dire, mort du mari, des enfants, il y avait aussi destruction du foyer, enfin c'était impressionnant. Et ça a été quelque chose d'assez perturbant. Je dirais même que ça m'a mis un peu en colère. Je me dis, mais quoi, c'est quoi cette histoire? Vous voulez dire que sur un papier, vous voyez mon histoire, mais c'est impossible, et le libre arbitre là-dedans, et bon. Et puis elle m'a dit, non, non, le libre arbitre, vous l'avez tout à fait, mais dans une carte, il y a certains événements, il y a certaines configurations qui sont vraiment là parce qu'on les a choisis, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Alors moi, ça m'a fait un gros choc, je dois dire, parce que ça faisait des semaines, c'était à peu près 1 an après, que je me demandais comment j'aurais pu éviter ça. Et je me disais, mais comment j'aurais pu éviter, comment j'aurais pu... Et voilà qu'elle me dit, mais ça... Et ça a été un grand, grand choc. C'est comme si ça m'avait ouvert un espace intérieur qui était complètement bétonné. Et
elle m'a redit, parce que je lui ai reposé des questions, elle m'a redit, vous savez, vous avez le choix d'aller à gauche ou à droite, de traverser, de résister. Mais ça, cet événement-là, il était là, il était marqué, et c'était vraiment le, votre choix d'incarnation. Alors moi, incarnation à l'époque, je savais même pas le mot, ce que ça voulait dire. Conscience, c'était un mot que j'utilisais pas, donc à l'époque, je ne serais pas venue au sommet de la conscience. C'était vraiment, voilà, c'était des nouveaux mots pour moi. Mais à partir de ce jour-là, je me suis dit, alors je lui dis, mais ça veut dire quoi? Il me dit, mais ça veut dire que vous l'avez quand même choisi. Alors moi, je ne pouvais même pas imaginer que c'était possible de choisir. Mais bien sûr, pas choisir avec mon mental, mais au niveau de la conscience, justement. Et ça a été le début pour moi, justement, d'un cheminement vers la conscience, dans la conscience, hein, parce que ça m'avait aiguisé vraiment ma curiosité, c'était trop fort, c'était trop précis. Et j'ai commencé donc à aller j'allais dans des, par exemple le week-end, j'étais pas bien du tout, j'allais faire des stages de massage. Hein. Et dans les stages de massage, je rencontrais des personnes. Puis un jour, il y en a une qui me dit oui, voilà, l'âme quand elle s'incarne, tout ça, c'était pour moi de la folie. Pour moi, c'était être un peu bizarre de croire à tout ça. Mais finalement, je rencontrais au fur et à mesure des personnes comme ça qui étaient très sereines, qui étaient très équilibrées et qui commençaient à me montrer qu'il y a peut-être autre chose dans cette vie que ce que je croyais. Ben, on vient et puis on vit, puis on meurt et puis c'est tout. Et de chemin en chemin, j'ai fait beaucoup de choses. Alors, je voulais absolument transformer, comprendre en tout cas ce qui m'était arrivé. Déjà parce que c'est une histoire de couple. C'est une histoire de couple qui a mal tourné, on va dire, mais il y en a des milliers, des histoires de couple comme ça. Et je me disais, mais comment on peut en arriver là? Comment on a pu en arriver là? Comment j'ai pu en arriver à me marier avec quelqu'un qui avait cette énergie-là, etc. Et donc, comme je n'avais pas vraiment de réponse, les thérapies classiques, j'ai abandonné. J'ai commencé à en faire au début, puis ça ne me convenait pas. Et donc, j'ai commencé à faire des thérapies émotionnelles. Disons que tout ce qui venait à moi, j'ai envie de dire, je disais oui. Et ce qui était extraordinaire, c'est que ce qui venait à moi était vraiment super. C'était vraiment, je tombais sur vraiment des très bonnes personnes, des très bons thérapeutes, des très bons accompagnateurs. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à aller dans les émotions parce que je crois que ce qui était primordial, c'était de pouvoir vraiment lâcher tout ça, lâcher toute cette douleur parce qu'au début, je la contenais, j'étais comme anesthésie au début. Et donc, c'était pas évident de pouvoir la lâcher parce que les gens autour ont du mal, ils ont peur en fait des émotions. Et puis moi, j'avais peur de leur faire peur. Enfin, c'était un cercle vicieux. Et je me souviens d'une psychanalyste qui avait accompagné ma fille à un moment donné, qui avait été malade, tout ça. Et je suis allée la voir à un moment donné. Et je me souviendrai toujours de ce moment où dans son petit cabinet capitonné, elle était assise. Je me suis assise, c'était la première fois que je la revoyais. Elle n'a pas dit un mot, j'ai pas dit un mot. J'ai commencé à pleurer, je faisais que pleurer et elle pleurait aussi. Il n'y a pas eu un mot d'échangé pendant au moins 1 heure. Et là, j'ai pu vraiment, mais vraiment déverser, 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 déverser tout ce que j'avais à déverser. Et à un moment donné, elle m'a dit, Annick et Davy, ils continueront d'être vivants dans votre propre vivance. Et ça, ces mots-là, ça a été des mots c'est marrant comme il y a des personnes comme ça qui m'ont dit des mots que je n'oublierai jamais. Jamais, jamais. C'est le mot, je me dis, mais oui, c'est vrai, tant que je suis vivante, hein, tant que je suis en vie, je vais pouvoir continuer de rendre vivant Annick et Davy. Et puisque moi, je suis vivante et que eux ne le sont pas, si je pouvais choisir de faire de cette vie quelque chose de beau, quelque chose qui me permette que cette histoire elle ait un sens. Et je crois que c'est un point commun chez les résilients, me semble-t-il. J'ai pas tellement lu là-dessus finalement. J'ai pas beaucoup lu sur la résilience, à part Boris Cyrulnik. Et donc, je me disais, voilà, si moi je suis vivante, si moi je suis heureuse, si moi j'arrive à m'élever au-delà des émotions, au-delà de la colère, au-delà de tout ça, eh bien tout ça n'aura pas été en vain. Et donc, mon chemin à partir de là a toujours été
mon seul objectif, c'était d'aller vers plus de conscience. Je savais pas ce que ça voulait dire vraiment, mais ce mot me venait tout le temps, conscience, j'imaginais la plénitude. D'ailleurs, j'avais un livre de chevet. Ce livre, vraiment, m'a beaucoup, beaucoup accompagnée. Ça s'appelait De la plénitude à la joie, de Scott. J'ai un peu oublié le nom, voilà. Et dès que j'avais un moment où j'étais mal, je prenais ce livre et je l'ouvrais et il remontait mes énergies. Et c'est la période aussi où j'ai entendu, où j'ai appris, où j'ai fait des stages, où j'ai découvert que ce monde est vibratoire. Et que, voilà, c'est ce que la physique quantique nous dit maintenant. Mais à l'époque, c'était assez avant-gardiste parce que c'était dans les années 85, 90 et on parlait pas autant de la physique quantique que maintenant. Et j'ai commencé à comprendre que nos vibrations, donc nos vibrations envoient des informations dans l'univers et nous attirent des événements et des personnes qui correspondent aux vibrations. Et alors, je me suis mise à la sophro, c'était ma période sophro, je suis devenue sophrologue, hein, parce qu'en même temps, j'en faisais un peu mon métier, je gagnais un peu d'argent, j'arrivais quand même un peu à accompagner. C'était ça qui était complètement paradoxal. Enfin, c'était pas les premiers temps, hein, c'était un peu plus tard. Et ça se passait. Et je me suis rendu compte en faisant mes propres sophros, auto-sophros, que voilà, quand j'arrivais à aller dans un espace de paix et de calme, et j'y arrivais, par moments, il y avait des sas, les moments où le mental il déconnecte, hein, parce que c'est quand même le mental qui nous remet toujours avec les pensées dans la souffrance, etc. Donc, dans les moments où je déconnectais du mental et que j'étais plus que dans mon corps, dans mes ressentis, ma vibration la plus profonde et même la plus élevée, à ce moment-là, il y avait la souffrance, elle était atténuée. Et j'ai commencé à comprendre que si j'allais de plus en plus dans des états comme ça, eh bien, ces états-là, c'est ça qu'allait créer demain, puisque nos vibrations créent notre futur. Ce que nous sommes aujourd'hui crée le futur. Et donc, quand j'étais dans des moments de désespoir, je me disais, oh là là, mais là, je suis en train de créer le désespoir de demain. Donc, j'essayais de trouver, d'utiliser tous les outils que j'apprenais, c'est-à-dire qu'au lieu de refouler le désespoir ou au lieu de mettre un couvercle dessus, eh ben, je le dansais. Je le dansais, je le chantais, je le criais, j'allais dedans à fond, à fond, à fond. Puis à un moment donné, je me rendais compte que ça s'épuisait. C'est-à-dire qu'il s'arrêtait. Et donc, j'ai commencé à comprendre que voilà, il fallait pas que je m'y accroche, mais que quand une vague venait, ben, il fallait que j'aille dedans, que je me roule dedans. Et ça tombait bien, j'étais toute seule, je faisais ce que je voulais, hein. Donc, j'ai eu des moments où j'ai été criée dans la nature, etc. Voilà. Mais je percevais qu'il pouvait y avoir un piège, par contre, de s'accrocher à ça, de s'accrocher aux émotions, aux sensations, etc. Donc, ça a été quand même, le début, ça a été beaucoup de laisser ça me traverser. Et à chaque fois, j'utilisais aussi des groupes de développement personnel pour pouvoir exprimer ça parce que sinon c'était difficile. J'étais très seule. En fait, j'étais très seule dans ce cheminement-là. J'ai pas eu l'accompagnement que des fois des personnes endeuillées elles ont, mais parce que c'était peut-être trop difficile pour mes proches et puis peut-être qu'il y a des chemins solitaires aussi qui sont nécessaires parce que ça m'a permis d'aller jusqu'au fond du désespoir et de remonter encore plus haut que ça. Et donc, j'ai fait pas mal de voyages aussi. J'ai jamais choisi ni de voyager. C'est ça qui est étonnant. Tu vois, je parlais de synchronicité, mais tu vois, j'ai jamais cherché tout ce que j'ai fait. Mais quand je demandais toujours, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et qu'est-ce que je peux créer demain, je ne sais pas. Et tout d'un coup, quelque chose arrivait à moi. Et quand ça arrivait, même si ça m'apparaissait un peu loufoque, eh bien, je le faisais parce que au moins pendant ce temps, j'étais occupée. Et finalement, à chaque fois, ça m'apportait, ça me faisait monter une étape supplémentaire. Et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est incroyable comment j'ai pu me sentir finalement accompagnée. Parce que, oui, certes, il y a eu des moments très, 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 très durs et violents. J'ai pas pu y échapper, quoi, dans la douleur. Mais en même temps, des rencontres, tout le temps des rencontres et qui m'amenaient alors à une dimension plus spirituelle. Parce que je crois qu'au fond de moi, il y avait un cri existentiel de sens de cette vie et qu'au fond,
de moi, il y avait vraiment cette recherche de la paix, de la plénitude, comme je disais. Et je savais que je la trouverais pas dans ce que j'avais connu jusqu'à présent ou dans mon quotidien, mais qu'il y avait un appel plus grand que ça. D'autant plus que dans ce cheminement, pour moi qui étais une cartésienne, qui n'avait jamais rien lu sur la spiritualité, sur la conscience, il m'arrivait des fois des choses un peu bizarres, enfin, que moi je nommais bizarres. Je sentais un souffle dans mes cheveux ou une sensation de présence, et puis je me retournais, puis il y avait des choses très étonnantes. Je me souviens aussi par rapport aux émotions qu'on on peut pas non plus échapper à ce qu'on doit traverser. J'avais voulu fuir en fait les émotions de Noël, parce que Noël pour moi c'était tellement la fête des enfants, et je me souviens m'être précipitée dans une agence de voyage en disant écoutez, envoyez-moi n'importe où, là Noël je ne veux surtout pas être en France. Il m'a dit mais où? Je dis je ne sais pas, je ne connais pas le monde, où vous voulez pourvu que ça ne me fasse pas penser à Noël. Et donc en fait je me suis retrouvée à l'île Maurice. Alors je ne savais même pas que ça existait, je connaissais rien, moi j'étais une fille de la campagne, je vivais donc en province, voilà, je connaissais pas grand-chose finalement. Et mais j'ai dit oui, et je me retrouve effectivement dans un endroit paradisiaque où il y a du soleil, etc. Et là je me dis ah, je vais avoir un sas où je ne vais plus du tout penser à tout ce qui me fait mal. Donc j'arrive, je prends ma chambre, je vais sur la plage, et qu'est-ce que je vois? Un bateau, le seul bateau, il portait le prénom de ma fille, Annick. Je me suis dit c'est pas possible. Alors là, à la fois, je me suis dit mais j'ai fait tout ça, j'ai fait tous ces kilomètres pour être un peu coupée de ce souvenir douloureux, et là on me le met devant moi. Et ce jour-là j'ai compris que je ne que mon salut entre guillemets, il devait passer par regarder en face tout ce qui était arrivé, et que je pourrais fuir effectivement pour avoir des répits, mais que je ne pourrais pas fuir d'aller regarder et d'aller traverser tout pour arriver peut-être un jour à être au-delà de la souffrance, sachant qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée que ça m'arriverait. C'est ça aussi, c'est que n'ayant plus rien à perdre, je faisais des choses qui étaient impensables, enfin avec ce que j'étais avant, et en même temps, je n'avais absolument, comment dire, aucun challenge. Je n'avais rien à prouver à personne. Je n'avais de compte à rendre à personne, ce qui fait que ça m'a donné la force et le courage de faire des choses qui étaient jugées par les autres. Je suis partie en Inde, je suis partie en Égypte faire un voyage initiatique qui s'appelait Mourir pour renaître. Et donc j'allais surtout parce que le titre me convenait. Je me disais mais oui, en fait c'est ça, c'est mourir à qui je suis et à qui j'étais pour renaître, ben je ne sais pas quoi. Et ça j'avais aucune projection de ce que ça allait être ce chemin. Et finalement, ben de jour en jour, de thérapie en thérapie, de rencontre en rencontre, d'initiation en initiation, de voyage vraiment en voyage, eh bien, il y a eu un moment, et ça a été le moment le plus, un des moments les plus intenses de ma vie, quoique j'en ai un à dire avant, c'est que j'ai décidé un jour de rencontrer Martin Gray. Au moins un an après avoir lu son livre, parce que je voulais le remercier. Et donc, je l'ai rencontré, il m'a accueilli, on a mangé ensemble, c'était un moment magnifique, magnifique, cet homme, waouh. Et je lui disais, mais merci, merci, ce livre m'a sauvé la vie. Et il m'a dit, remerciez si vous voulez, mais sachez une chose que je vous demande, c'est d'écrire vous aussi un jour pour qu'on perpétue la chaîne d'espoir, que quoi qu'il nous arrive, c'est possible de s'en sortir. Et moi, je lui ai dit oui, enfin moi, écrire un livre, bon, parce qu'à cette époque-là, je pouvais pas imaginer que je serais un jour en dehors de la souffrance. Quand on est dedans, c'est ça, j'ai envie de dire, c'est que quand on est dedans, on n'imagine pas qu'on va en sortir. Et en fait, j'imaginais pas qu'un jour, je pourrais dire, bah oui, je peux écrire et dire que voilà, il y a quelque chose qui s'est transformé. Et en fait, je lui ai promis quand même. Je lui ai dit oui, si ça arrive, je vous promets que je le ferai. Et je suis allée à un moment donné en Inde,
pendant presque une année dans un ashram. Et au moment de partir, j'avais 2 jours d'avance ou 3 jours d'avance pour prendre mon avion. Et je me dis, mais tiens, je suis pas loin de Bénarès, on disait Bénarès à l'époque, donc Varanasi maintenant, la ville des crémations, hein, la ville sainte, la ville du Gange sacré. Je me dis, ben, je vais y aller. Et je suis partie toute seule. Ça a été toute une épopée, hein, ça, où je suis arrivée à minuit. Enfin, il y avait des tas de corps qui à la descente du train, des gens qui me prenaient les jambes pour que je leur donne de l'argent. Et j'étais une femme toute seule. Et là encore, une synchronicité, c'est qu'il y a un monsieur qui m'a dit, venez, je vais vous emmener dans ma voiture à votre hôtel. Et il y a toujours, c'est ça aussi qui était clair pour moi, il y a toujours eu, au moment où je m'y attendais pas, au moment où je pensais que j'allais plonger dans je ne sais quoi, une main tendue, quelqu'un qui arrivait, mais aussi parce que j'étais prête à le voir, à le regarder. Et je me souviens quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, mais c'est incroyable, mais tout a l'air tellement, c'est comme des chapitres qui s'en suivent, mais tellement logique et tellement évident, cette histoire. Et, euh, et donc, quand j'arrive à Bénarès, je fais comme tout le monde, je me mets dans une barque sur le Gange, et puis tout d'un coup, je réalise ce que je vais voir. Je vais voir des foyers de crémation. Et les foyers de crémation, mais je me dis, mais c'est comme ça qu'on périt toute ma famille. Moi, j'ai rien vu, hein, on m'a donné des urnes. Hein. J'ai pas pu faire non plus le deuil devant un corps. On m'a donné des urnes, mais c'est tout. Et que j'ai été d'ailleurs après ouvrir, mettre dans la nature, sans rien dire à personne, parce que je voulais absolument que les cendres repartent à la terre. Oh, c'est une histoire incroyable. J'ai carrément demandé les urnes au cimetière. Elles étaient au cimetière. Et je ne sais pas où j'ai trouvé cette force de réclamer les urnes parce que je voulais que ces cendres repartent à la terre et je l'ai fait, mais je me suis toujours sentie un petit peu comme si j'avais été les volées, quoi. Alors que bon, c'était pas du vol, mais je l'ai fait en tout cas en douce au départ. Maintenant tout le monde le sait, c'est écrit dans mon livre, donc voilà. Hein. Et, euh, et je ne sais plus ce que je disais. Je parlais des urnes. Tu disais que tu allais à Bénarès. Ah oui, voilà. Et donc, exact, voilà. Et donc, je vois pour la première fois, enfin, les flammes, tout, enfin, et je me souviens, là, mon mental, il s'est activé. Il m'a dit, mais va-t'en, quoi, tu peux pas voir ça. Puis je me suis dit, maintenant, je suis là, je vais voir ça. Et j'ai regardé, et là, c'est incroyable. C'est comme si, c'est un peu difficile à expliquer. C'est comme si la grâce me tombait dessus, quoi. C'est comme si mon cœur s'ouvrait. Et qu'au lieu d'être dans le désespoir de voir ça, il y avait comme une joie qui montait en moi parce que tout d'un coup, je réalisais que ce qui était en train de brûler devant moi, c'était des enveloppes, c'était des carcasses, mais que la vie, c'était autre chose, que la vie, c'était une essence, c'est quelque chose, c'est une énergie, et il n'y a pas d'avant ou d'après, c'est là, c'est maintenant, et que juste, on prend des formes, mais que cette forme, quand elle meurt, c'est juste la forme qui meurt. Et moi, j'étais athée, hein, donc voilà. Mais ça s'est mis une évidence, c'est tombé sur moi, mais comme une révélation, quoi, que rien n'était vraiment mort, mais que à un autre niveau, au niveau du cœur et au niveau de l'énergie, il n'y avait aucune séparation. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais pu reprendre mes enfants dans mes bras et les sentir, mais c'était quelque chose d'incroyable. Et ce jour-là, je me rappelle quand je suis revenue de la barque, j'ai fait le bilan de ce cheminement. C'était 7 ans plus tard. Ça a duré 7 ans, vraiment. Ça m'a pris du temps, ça c'est clair. Mais de temps, de thérapie, des voyages, c'est clair, oui. Mais je crois que c'était à la proportion de la douleur, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai fait le bilan de toutes ces années, j'ai regardé, puis je me suis dit, mon Dieu, mais ce que je suis aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la femme qui, même d'avant les 7 ans. Et j'avais tellement appris, j'ai l'impression d'avoir tellement mais révélé en moi des facettes complètement inconnues, que je ne pouvais dire plus qu'une chose, merci, 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 merci. J'avais plus que de la gratitude, gratitude pour mes enfants, gratitude pour la vie, gratitude pour tout, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai su ce que voulait dire le mot pardon, mais pas le pardon classique religieux.
Pour moi, le pardon, c'est par le don. C'est le don qu'on reçoit de l'épreuve. Et j'avais reçu le don de l'épreuve. C'est pour ça que je parle souvent du pardon inversé aussi, hein, dans mes cercles de pardon. Mais, et ce jour-là, j'ai su qu'il n'y avait rien à pardonner. Parce que à un certain niveau, il y a des situations, c'est comme des co-créations qu'on fait ensemble, des valses qu'on fait ensemble. Il y a des choses qui sont là, des épreuves qui sont là pour nous faire ouvrir les yeux. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est « Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants ». Et moi, je peux dire que mes yeux se sont ouverts à travers cette épreuve. Et qu'on dit aussi hein, qu'une jarre hein, qui est fêlée, et moi j'étais fêlée de partout, c'est le cas de le dire, cabossée de partout, hein, cabossée de la vie, elle laisse mieux passer la lumière. Et quelque part, ce que je saisis, et c'est beaucoup de résilience, j'en ai entendu qui disaient ça, qu'à un moment donné, cette douleur de tout perdre, hein, par exemple, elle nous fait prendre conscience combien la vie, elle est précieuse, combien la vie, elle est belle, combien la vie, elle mérite d'être préservée, honorée. Et à partir de là, il y a eu pour moi un émerveillement de la vie, une gratitude pour la vie et une, euh, une joie, mais pas une joie excitée, quoi, une joie par rapport à quelque chose, mais une joie profonde d'être en vie et de le voir comme un privilège, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on va mourir. Je vois en ce moment, les gens ils parlent tous de la mort, mais on va tous mourir. Je veux dire, que ce soit le corona ou autre chose. Hein, voilà. Et donc, quelque part, je sais que je vais mourir un jour. Mais puisque je ne suis pas morte et que j'ai ce privilège, moi, d'être vivante alors que d'autres meurent à chaque instant, à chaque seconde, elle est précieuse. Chaque seconde, elle a un cadeau et c'est une célébration et c'est honorer le vivant. Et pour moi, maintenant, je dirais que la seule chose qui m'intéresse depuis toutes ces années, c'est d'honorer la vie, de célébrer la vie. Et comme le disait si bien Christiane Singer, ces mots d'un rabbin qu'elle avait rencontré qui disait « Je ne souhaite qu'une chose, c'est que le jour où je quitterai ce monde, je ne laisserai aucune trace de ma souffrance. » Eh bien, moi aussi, c'est ce que je souhaite. Et c'est ce que j'ai choisi. Je me rappelle, c'était à Benares aussi, quand je me dis, si je dois partir un jour, j'espère que je n'ai pas laissé les traces, laisser toutes ces traces de toute cette souffrance, de tous ces drames, et que peut-être nous avons à nettoyer tous les drames qui se jouent sur la planète depuis la nuit des temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon travail maintenant est orienté vers accompagner chacun à libérer toutes ces mémoires de trauma qu'on porte en nous, parce que il y a une chose que j'ai découvert aussi dans mon cheminement, c'est que je me suis beaucoup intéressée au transgénérationnel. J'ai découvert des histoires de famille qui n'avaient pas été dites aussi et des drames qui ressemblaient un peu à ce que j'avais vécu. Et c'est sûr que ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, que ce qui nous arrive est inscrit aussi dans nos mémoires cellulaires et que nous portons en nous non seulement l'inconscient transgénérationnel, hein, même si on ne connaît pas les histoires, mais aussi l'inconscient collectif. Et ça, après, j'ai fait tout un cheminement avec Jung, puisque je suis dans l'analyse jungienne et aussi dans la Gestalt. Et auparavant, parce que j'ai un petit peu, enfin, voilà, on évolue, on bouge, on change, on se transforme, mais ça reste mes bases. Et voilà, on n'est pas vierge, on n'arrive pas vierge sur Terre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, j'ai mis du temps à comprendre. On vient avec des mémoires, avec des sacs à dos. Et en ce qui me concerne, ce que j'ai réalisé, c'est que, en tout cas, moi, j'avais à lâcher tous ces sacs à dos qui ne m'appartenaient pas. Et puis, d'accompagner peut-être les gens à ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter ou bien tu veux me poser des questions Eh ben, écoute, je suis Samo et ça c'est rare chez moi. Hein. Ton témoignage m'a touché tellement profondément que je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quelle question te poser à la hauteur de ce cadeau que tu viens de nous faire. Je suis très émue
pour ton cadeau ce soir. Merci. Et moi, oui, j'ai posé chose que j'aimerais te poser, c'est toi, qu'on vit des drames aussi extrêmes comme tu as vécu, comment on peut faire, tu sais, au début, pour accompagner toute cette souffrance qui est là et qui est, comme tu dis, parfois tellement forte qu'on a envie de ne plus la sentir et arrêtons la vie quelque part. Oui, pour moi, ce qui était le plus précieux, c'est la présence sans jugement. Et tu vois, je pense que quelqu'un qui souffre, malgré ce qu'on peut croire, il a la capacité d'accueillir sa souffrance et de la transformer. On dit souvent, il n'y a aucune épreuve qui nous soit donnée que nous soyons en mesure de la traverser. Je suis convaincue de ça, mais maintenant, parce qu'avant, je ne le savais pas. Mais quand on est mal comme ça, ce dont on a besoin, c'est de présence aimante et de présence sans jugement, mais qui ne cherche pas à nous aider à tout prix. Je pense que vouloir aider, c'est presque pour soi-même, ne pas sentir l'angoisse ou l'impuissance. Hein. Mais être en présence avec quelqu'un et savoir qu'il va trouver à un moment donné cette capacité parce que personne ne peut ôter la souffrance à quelqu'un. On peut juste l'accompagner à ce qu'elle soit plus douce par notre présence aimante et par notre véritable et authentique présence de savoir que la personne, elle sait, elle pourra trouver ses ressources. Et il faut accepter que la personne, elle soit dans son désespoir, dans sa souffrance. Il ne faut pas hésiter éventuellement à prendre dans les bras si la personne, c'est ça, souvent on a besoin de ça. Moi, je dis souvent, le deuil, c'est pas une maladie. Le deuil, on est tous en train de vivre des deuils. En ce moment, il y a plein de gens qui vont vivre des deuils symboliques ou réels. Même les deuils d'un travail, d'un divorce. On meurt toujours à quelque chose pour renaître à plus grand. Et donc, une mort, elle est toujours l'ouverture à quelque chose de plus grand. Et accompagner, pour moi, c'est vraiment poser des questions. Hein. Est-ce que je peux être une contribution pour toi? Hein. Poser des questions, pas agir à tout prix. Ça, c'est clair. Pas agir à tout prix. Et con son propre deuil, parce que là, tu parles d'aider les autres, mais comment on peut s'accompagner soi-même dans une situation comme ça? Eh ben, tu vois, moi, l'accompagnement de moi-même, entre guillemets, ça a été de lire ce témoignage de Martin Gray. Je crois que les témoignages, je vais te dire, je trouve que les témoignages, mais c'est tellement précieux parce que tu peux t'identifier que si cette personne, elle a pu, moi, je peux. Moi, avant de de lire le livre de Martin Gray, mais j'étais dans le noir total, j'étais dans le néant, parce que je ne voyais pas de possibilité de sortir de ça. Alors que d'avoir entendu quelqu'un qui a vécu une histoire que je trouvais encore pire parce qu'on ne s'est jamais mesuré et tout, mais ça m'a donné un espoir fou. Ça m'a donné un espoir fou. En fait, nous avons une personne qui souffre en ce moment, j'ai envie de lui dire, mais laissez-vous aller dans vos pleurs, dans vos chagrins, etc. et posez des questions. J'utilise beaucoup, on parle de la prière. Bon, moi, je suis laïque, je vais poser des questions ouvertes à l'univers, à la conscience, mais c'est comme une prière, mais c'est accueillir que nous ne sommes pas tout seuls et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous guide. Moi, j'ai eu des aides invisibles, je peux le dire. Je le sais, j'ai été portée au moment où je tombais. J'ai eu des aides invisibles et dans mon cheminement, j'ai vécu des choses. J'ai vécu à un moment donné quasiment une sortie de corps. J'ai regardé tous ces films où les gens, j'ai lu Maudit, La vie après la vie. J'ai commencé à comprendre que peut-être qu'il y avait autre chose. Et c'est important que les gens sachent ça s'ils vivent des choses terribles parce que moi, ça m'a énormément aidé. Et en ce moment, il y a des films super. Il y a Thanatos qui est sorti. Il y a vraiment, et si la mort n'était qu'un passage, justement, je dirais qu'en ce moment, nous avons la chance que je n'ai pas eu d'avoir plein d'informations sur ce qu'est la mort. Parce qu'on parle de la mort là, hein, bon, mais ça peut être autre chose, mais et de se rendre compte que finalement, voilà, oui, si tout s'arrêtait vraiment maintenant, peut-être ça serait terrible, mais quelque part, il n'y a pas un deuil.
même quelqu'un qui vous quitte, même quelqu'un, eh bien, à un moment donné, eh bien, ça, vous allez retrouver en vous cette capacité, elle va venir. Alors, il faut accepter de pleurer, c'est vrai, il faut accepter de tout ça, mais il faut lire, il faut s'informer, il faut lire les témoignages, il faut regarder des films. C'est tellement important, il y a tellement de possibilités pour trouver de l'espoir. Et puis, peu à peu, eh bien, un pas et puis un autre, parce qu'on ne peut pas se projeter dans le futur. Et vivre chaque jour comme si c'était le dernier, c'est magnifique quelque part. Et puis, élever nos vibrations par des chants, par des prières, par ce que vous voulez, hein, par des questions ouvertes. C'est clair qu'il y a aussi beaucoup de possibilités d'élever nos vibrations parce que plus on est en bas dans le trou, plus on y reste. Et donc, demander de l'aide, mais pas de l'aide à quelqu'un. Parce que quand vous posez une question, mais qu'est-ce qui me permettrait d'aligner aujourd'hui? C'est comme si vous envoyez ça dans l'univers et tout d'un coup, quelqu'un le reçoit et va venir vers vous. Je ne fonctionne que comme ça. Je ne vis que comme ça. Tout mon accompagnement, c'est pour amener les gens à poser des questions et à vivre dans la vulnérabilité. Parce que le problème quand on souffre, c'est qu'on se ferme. On se ferme, on se blinde parce qu'on veut plus souffrir. Le problème, c'est que quand on ferme toutes les portes, on ne peut plus non plus recevoir de l'univers des informations et des intuitions. Et souvent, quand on vit des gros chocs, c'est comme si on ouvrait la porte de l'intuition. Parce que le mental se casse la figure et c'est le moment idéal pour développer cette capacité d'intuition et au lieu de suivre la peur, les jugements, le mental, de suivre la petite voix intérieure qui va te dire téléphone à telle personne ou qui va te dire tiens va là-bas. Et c'est comme ça, j'ai fonctionné au radar de la conscience. Mon GPS, c'était la conscience. C'était la conscience. J'étais complètement générationnelle. Donc, même maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement dans cette période de survie que j'ai vécu comme ça. C'est que maintenant, c'est devenu ma vie. Ma vie, c'est de fonctionner avec les synchronicités. Je pose des questions, hop, tout d'un coup, un coup de fil. Oh, tout d'un coup, j'ai une idée. Oh, tout d'un coup, je vais à tel endroit, je rencontre telle personne. C'est-à-dire de ne plus fonctionner avec la vie complètement, la version obligatoire de la vie, A plus B égale C, et avec la logique, avec les stratégies, etc. C'est une chance finalement. Ça paraît peut-être, ce que je dis est immense, mais c'est une chance d'être mal. Parce que quand vous êtes mal, vous n'avez plus rien à vous accrocher et vous allez faire le choix de autre chose. Parce que ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer dans ce monde, c'est le choix, de nouveaux choix. Hein, de choisir, par exemple, mais je choisis d'être heureuse, je choisis d'être vivante, je choisis d'être libre. Ça, c'est un choix. Et ce choix, c'est une vibration qui part dans l'univers, encore une fois, et qui peut amener ces fameuses coïncidences dont on ne se rend pas compte toujours qu'on en a été à l'origine en posant des questions ou en parlant avec quelqu'un. Et voilà. Et saisir ces moments difficiles comme une opportunité d'une transformation profonde, mais c'est vraiment le cadeau que je voudrais offrir à toutes les personnes qui écoutent. Parce que combien de fois dans votre vie on s'en est rendu compte, on a dit oh ça c'est horrible. Puis après coup, on se dit ah ouais mais c'est quand même grâce à ça que j'ai fait ça et que j'ai fait cette démarche et que j'ai rencontré telle personne, etc. Et donc il faut accepter cette mort. C'est la symbolique de la chrysalide, hein, qui doit mourir pour pouvoir donner vie aux papillons. Et il y a un moment où c'est pas confortable, où il y a de la souffrance. Hein. Et par contre, quelle force aussi, parce que les obstacles, les moments difficiles, on en a tout le temps. Au lieu de voir les choses comme un problème ou comme quelque chose, voyons-les comme des possibilités nouvelles. Cet obstacle qui m'arrive, cette douleur qui m'arrive, ce choc qui m'arrive, et si c'était une possibilité que je n'ai pas encore explorée. Et on se rend compte, quand les gens ont vécu des choses violentes et des résilients, comme on dit, ben, ils racontent souvent ça, c'est qu'ils s'en sont sortis grandis, parce qu'on ne peut même pas faire autrement. Je dirais même que c'est qu'à un moment donné, une fleur, ben, elle ne peut que pousser. Hein, et puis elle ne pousse pas si on le tire dessus. Elle pousse naturellement à son rythme. Eh bien, on peut considérer que nous, c'est exactement pareil.
L'enfant, quand il apprend à marcher, d'abord il tombe et puis il se fait mal, et puis, mais malgré tout, il se relève, mais il ne sait pas où il va aller. Les enfants, ils osent aller dans l'inconnu. En fait, les grandes épreuves qui nous arrivent, ce qu'elles nous amènent de difficile aussi, c'est qu'on est dans l'inconnu, on a perdu ses repères et on ne sait plus faire comme avant. Et c'est ce qui va certainement nous arriver aussi dans cette épreuve. Dans cette épreuve, moi, je trouve qu'il est une opportunité. Moi, je le vis comme ça. Je me dis, ça fait des années que je me dis, mais qu'est-ce qui permettrait qu'il y ait du changement sur cette terre? On l'exploite, on l'utilise, etc. Et tout d'un coup, il arrive ça. Je me dis, mais c'est presque une réponse. Pour moi, c'est une réponse. Et oui, ça passe par des choses difficiles. Oui, ça passe par des gens qui souffrent, etc. Mais ça passe aussi par des gens qui s'éveillent à plus de conscience parce que on est obligé, peut-être que le confinement nous aide aussi, hein, à s'interroger, mais derrière toute catastrophe, il y a une possibilité qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on peut demander, qu'on peut appeler. Et j'invite les personnes qui souffrent à demander, à poser des questions. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ça que je n'ai pas encore vu, qui va me permettre de rebondir, de retrouver ma joie, de retrouver ma force, et peut-être même plus que de retrouver, d'aller au-delà de ça. Qu'est-ce que je peux créer de différent maintenant dans ma vie? Les gens qui perdent économiquement et tout, peut-être que, voilà, qu'est-ce que je peux créer de différent? Moi, j'ai perdu 10 fois de travail. Je me suis retrouvée ne sais combien de fois sans argent au bord de la route, assise sur une valise en train de pleurer en me disant, mais je vais aller où? Et puis tout d'un coup, je me disais, mais voilà, il faut que je pose des questions, il faut que je me connecte à mon intuition. Et tout d'un coup, ben, ça y est, j'avais une perception qui me disait de faire ceci ou cela. Et ça redémarrait, et ça redémarrait encore plus grand. Et je crois que quand on a vécu des épreuves dans la résilience, c'est qu'on sait que tout est possible. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est que tout est possible, à condition qu'on le choisisse. Et tout est possible, c'est pas avec le mental. C'est pas mon mental qui va me le dire ce que c'est, parce que mon mental, c'est un ordinateur, il y a des logiciels dedans. Non, le tout est possible, il est là-haut, il est partout. Le tout était possible, il est au-delà des limites de mon mental, justement. Il est dans ce champ, dans ce fameux champ, dans cette matrice, dans ce champ quantique, et où il y a toutes des solutions que même les scientifiques ne savent même pas qu'elles existent. Vous voyez, il y a eu toutes les choses qui ont transformé le monde, c'est des choses qui sont arrivées tout d'un coup. Ah, on n'avait pas trouvé ça. C'est pas du tout, comment dire, logique. Les grands changements, ils viennent pas de la logique. Ils viennent de l'irrationnel, ils viennent du moment justement où on lâche. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai marché jour après jour, j'ai fait des trucs fous, j'ai marché sur le feu, j'ai sauté à l'élastique, des trucs, mais pourquoi je les ai faits? Mais j'en sais rien. À un moment donné, il y avait en moi cet appel qu'il fallait le faire. Et je crois que maintenant, je le ferai plus. Mais à ce moment-là, il y avait comme une petite voix qui me disait, mais tu vois que tu peux y arriver. Et quand on a fait ça, on n'a plus peur de rien. Ou si, on a peur, mais on sait que c'est pas grave, la peur, on peut la traverser, que la peur, c'est juste une illusion. C'est le dragon, hein, des dessins animés qui disparaît quand le chevalier il va l'affronter. Hein. Donc, on est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Et s'il y a des personnes en ce moment qui souffrent, qui sont vraiment pas bien, moi, je vais vous dire, je sais que vous pouvez. Je le sais, mais vous ne savez pas encore où elles sont, les ressources. Il faut les demander, il faut les appeler. Il faut les appeler et il faut les choisir. Et puis, il faut sortir du statut de victime aussi. Ça, c'est clair. Les bénéfices secondaires de la victime, il faut les lâcher parce qu'il y en a des bénéfices secondaires. Et moi, c'est quelque chose, j'ai tout de suite senti le piège. Puis, je ne voulais pas être enfermée dans la victime. Ça ne me plaisait pas du tout. Alors, peut-être que j'aurais été plus entourée si j'avais été victime. Mais je n'ai aucun regret. Ça a parfois été difficile, mais voilà, à un moment donné, de toute façon, il n'y a que nous à l'intérieur de nous qui savons hein, quel choix nous avons à faire. Et je trouve que ça nous rend encore plus confiants, encore plus, ouais, encore plus confiants de toutes les possibilités qui peuvent arriver à nous dans cette vie. Mais c'est clair que je peux dire que je ne l'ai pas fait toute seule. Je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec cette énergie, cette conscience que je sais maintenant qui est ce que nous sommes, au-delà de notre mental, au-delà de mon corps physique. C'est quelque chose qui ne se prouve pas, c'est quelque chose qui se vit.
C'est quelque chose qui peut se irradier, se partager. Et c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé. Ce plus beau cadeau, c'est de savoir que je ne suis pas ma souffrance, que je ne suis pas mes pensées, que je ne suis pas mon mental, que je ne suis pas mon corps et que je ne suis pas mes jugements, etc. Et voilà. Et l'autre cadeau, c'est justement d'aller au-delà des jugements. Parce que ce monde, il est pétri de jugements. Et moi, j'en avais plein, sur tout, sur toutes les choses. Et j'ai eu la leçon de ma vie, je l'ai eue. Parce que justement, j'ai pris des chemins que je n'aurais jamais pris parce que je les jugeais. Je jugeais, justement, à commencer par l'astrologie d'ailleurs. Là, j'ai eu ma claque, hein. Je l'ai prise ce jour-là, je ne dis pas, hein. Et j'ai compris que c'est ce qui nous réduit le plus, c'est ce qui nous empêche de nous ouvrir à toutes les possibilités, mais c'est de ne plus rien juger et puis d'écouter toutes les possibilités de, waouh, voilà, cette vie est un cadeau. Merci, Mina. Il y a quelqu'un qui dit, Corinne qui dit, je suis suspendue à vos mots, c'est merveilleux. C'est pareil pour moi. Je crois que nous sommes 1000 personnes qui sont en direct suspendues à tes mots. Je goûte à chacun de tes mots. Merci, c'est un cadeau magnifique que tu nous fais, j'insiste. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Et, alors, mais avant de passer aux questions, il y a quand même, j'ai une petite question, c'est pas une petite question et en même temps presque un témoignage que tu parles de cette main qui est toujours là, cette présence qui est toujours là. Et moi, je crois que ça, c'est une ressource hyper importante pour les personnes qui souffrent, c'est d'essayer de la chercher. Est-ce que cette présence, tu peux nous parler un petit peu de ça? À quel moment tu l'as ressenti? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que... J'aimerais, je ne sais pas si je vais le trouver, mais dans mon livre, j'ai mis le poème. Il y a eu un truc très étonnant. C'est que le jour de l'enterrement, j'étais zombie, hein, j'étais trop bizarre. Je me souviens tout dans un brouillard, en fait, hein. Je n'avais rien prévu et tout. Et une de mes amies psychologues m'a donné le poème de Paul Éluard, un poème de Paul Éluard dans les mains. Elle me dit, écoute, peut-être tu pourrais lire ça. Et je l'ai lu de façon un peu mécanique, sans vraiment entendre les mots. C'est dommage, j'ai mon livre, mais je ne sais plus où c'est. Mais à un moment donné, il disait, certainement beaucoup de personnes le connaissent, il est très connu ce poème, il y a toujours une main tendue au fond de la nuit, une main tendue qui est là pour toi, je le sais, etc. Et moi, j'ai dit ça, j'ai prononcé ces mots, mais sans avoir choisi de les prononcer. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment ça, mon chemin, c'est qu'il y a toujours une main tendue, mais la main tendue, il y en a tout le temps, mais encore une fois, il faut pouvoir la regarder. Parce que si on est uniquement centré sur le problème, le drame, on verra pas qu'il y a plein de mains tendues autour de nous. Pour pouvoir accueillir la main tendue, hein, la main tendue, c'est pas forcément une vraie main, hein, je m'entends bien. Oui, Hein, ça voilà. s'envole. C'est qu'il faut vraiment être dans la vulnérabilité totale et dans ce je n'ai plus rien à perdre, alors je m'ouvre à tout. C'est-à-dire qu'il faut vivre comme ça, les bras grands ouverts. Parce que si tu es comme ça, hein, puis que tu demandes, je voudrais une main tendue, eh ben, là, il y a les mains, elles arrivent devant toi, mais la porte, elle est fermée, tu vois, et tu vois rien du tout. Donc, pour ça, il faut vraiment être dans cette vulnérabilité. De toute façon, quand on est en choc, c'est ça qui est magique, c'est qu'on est dans la vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, ne pas la refermer, ne pas remettre du blindage devant nous, parce que c'est dans la vulnérabilité qu'on peut accueillir toutes les informations de l'univers. Et la main tendue, c'est ça pour moi. C'est les synchronicités dont je parlais tout à l'heure. La main tendue, c'est tout d'un coup, par exemple, des trucs tout simples. Bon, là, c'est une petite, enfin, je vais comme le dire parce que ça me vient. J'étais dans un bus pour aller au Guatemala. Et j'étais toute seule, mais j'ai voyagé beaucoup seule. Et j'étais dans un moment de solitude extrême, parce que je parlais pas en plus la langue. J'étais dans ce bus, il y avait que des indigènes, enfin non, on dit pas des indigènes, des autochtones, voilà. Et donc il y avait une dame assise à côté de moi, puis elle essayait de rentrer en contact avec moi, et puis on pouvait pas se parler. Et alors on se faisait sourire, et son sourire me faisait chaud au cœur. Je voyais qu'elle
Puis à un moment donné, elle a pris une orange et c'était la seule chose qu'elle avait, une orange. Elle n'avait rien d'autre. Elle l'a pris, elle me l'a mis dans la main. Je n'ai jamais oublié ce moment-là. Pour moi, c'était comme si l'univers passait par elle, la conscience passait par elle pour me dire, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi, même pour te donner la seule chose qu'il a, une orange. J'ai jamais oublié cette orange. Tu vois, ces petites choses-là, et ça pas, c'est pas que ça m'a aidé, mais ça m'a pas aidé concrètement, je veux dire, pour mon voyage. Mais si, parce que ça m'a redonné de la joie, ça m'a redonné de l'humanité. Ça m'a redonné un, ah, elle me connaît pas, puis elle est gentille, quoi. Et ça, c'est beau. Et souvent, c'est maintenant dit, j'ai envie de dire, c'est presque ça aussi. Mais j'aurais pu lui dire non, 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 merci. Tu vois, j'aurais pu ne pas l'accueillir, hein, tu vois. Et là, je l'ai pris et je l'ai gardé avec moi, mais tellement précieusement. Et c'est tout le temps. C'est tout le temps. Quand, par exemple, quand quelqu'un te dit, tu veux pas venir au cinéma avec moi ce soir, ça peut être la main tendue si tu sens un oui à l'intérieur. Ça m'est arrivé, moi, qu'on m'emmène voir un film et que tout d'un coup, ce que j'étais en train de voir était une réponse à ce que je vivais intérieurement. Donc, les mains tendues, c'est tout le temps. C'est juste avoir les yeux ouverts pour les voir et surtout le cœur ouvert pour les recevoir. Avoir les mains tendues, le problème, c'est pas la main tendue, c'est ce que moi je choisis de donner la main à la main tendue. Tu vois? Et même si c'est une main inconnue, même si c'est quelque chose que je ne connais pas, ce qui m'a aidé, c'est tout ce que je connaissais pas. C'était d'aller dans l'inconnu, c'était de faire des choses que je ne savais pas du tout. Ça allait m'amener. Et c'est là qu'il y a toutes les ressources. Les ressources, elles sont dans ce qu'on ne connaît pas, justement. Tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu as décidé de t'ouvrir à nouveau à la vie, à l'amour? Tu es devenue mère à nouveau? Oui, Comment ça a été pour toi ces moments-là? oui, c'est vrai que c'était un moment où j'avais décidé de ne plus être en couple et c'était fini, quoi. J'ai eu quelques rencontres entre-temps, mais vraiment fugaces. Je n'ai jamais revécu avec quelqu'un pendant presque 10 ans parce que j'avais bien, alors ça sera un autre chapitre à développer, c'est la relation. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Une autre conférence. Je te promets que je t'invite à nouveau parce que c'est fascinant. Mais, mais c'est vrai que ce que j'ai pas eu le temps de dire, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses en 7 ans, hein, et c'est que j'ai commencé à m'interroger à ce que c'est que le couple, à ce que c'est que l'amour, est-ce comment un homme qui était l'homme de ma vie, entre guillemets, qui avait des enfants qu'il aimait, avait pu se tuer, les tuer, puis m'accuser, parce qu'il m'a accusé de ça, parce que j'avais divorcé, j'étais la coupable. Donc j'ai eu ça aussi sur le dos, hein, pendant un moment. Et donc, je me dis, mais comment c'est possible? Quelqu'un si gentil, il n'avait rien de quelqu'un, d'un criminel ou autre, quoi. Et donc, je me suis intéressée au tantra. J'ai fait beaucoup de stages de tantra avec des personnes magnifiques, hein. C'était il y a longtemps, dans les années 90. Et j'ai choisi à un moment donné je voulais réunir en fait, justement cette guérison de mon masculin et de mon féminin parce que pour moi c'était ça. C'était pour moi les guerres, c'est toujours des guerres entre le masculin et le féminin, symboliques ou réelles d'ailleurs. Et donc c'est dans une formation, hein, pour devenir voilà, enfin, accompagnatrice dans le tantra, que j'ai rencontré le papa de ma fille. Et c'était intéressant aussi parce que je me rappelle que j'étais arrivée en disant, moi, je vous préviens, je viens pour moi. Je dis bonjour si j'ai envie, si j'ai pas envie, je dis pas. Je viens pour me guérir moi, mon masculin, mon féminin, et j'ai pas du tout envie de rencontrer qui que ce soit. Enfin voilà. Et c'était vraiment clair pour moi. Je voulais aller explorer ce qui était pas guéri à l'intérieur de moi. Et donc, eh bien, c'est dans cette formation-là où j'ai rencontré donc un homme qui était lui aussi dans une ouverture. Enfin, en tout cas, je le pensais. Et très vite, on a eu une relation. Et puis notre fille est arrivée vraiment. Je dirais que c'est un enfant né de l'amour, vraiment profondément, qui a été accueilli avec amour. Et ça a été vraiment très très fort et très puissant et j'ai une gratitude infinie pour cet homme et bien sûr pour ma fille, même si maintenant je suis divorcée, mais
j'ai vécu quelque chose de redevenir mère, c'était impensable à 41 ans en plus, et pas la mère de n'importe qui. C'est un cadeau magnifique. Ma fille est un, est un cadeau du ciel. C'est un rayon de soleil. Elle est d'une conscience absolument incroyable. Et refaire des gestes qui avaient été avortés carrément, puisque mes enfants sont morts quand ils avaient 6 et 2 ans. Et c'est à cette époque-là que j'ai dit à mon mari, j'aimerais vraiment prendre un peu de temps pour moi. Et j'étais psychothérapeute à l'époque. Et donc, vraiment m'occuper de Gaïa, la voir grandir et tout. Et ça a été un cadeau inestimable de ces moments d'accompagner son enfant à l'école, de lui apprendre à, à faire pousser les fraises, aller les ramasser, manger des cerises. Enfin, ce bonheur d'être mère, je l'ai eu à 41 ans, mais je crois que je l'ai eu beaucoup plus intensément que quand j'étais jeune, parce que je n'avais pas la conscience de ce cadeau que c'est d'accompagner la vie. Et encore maintenant, j'accompagne la vie avec elle, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Elle a 25 ans. Et ouais, c'est vrai que j'aurais jamais cru qu'un jour, on m'aurait dit, d'ailleurs, on m'avait dit, même l'astrologue, là, elle m'avait dit qu'un jour, c'est fou, elle voyait dans mon thème que je serais nouveau mariée. Je dis, mais c'est de la folie, quoi. J'ai pas du tout l'intention, jamais plus je me marierai. Et puis, en fait, ça s'est fait, et ouais, quel beau cadeau. Mm. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que par rapport à tes enfants, est-ce qu'à un moment donné, tu dis qu'à Benares, à un moment donné, tu les as sentis? Est-ce qu'après, il y a eu d'autres moments où ils t'accompagnent tout le temps, tout simplement? C'est-à-dire que oui, voilà, moi, je suis pas du tout quelqu'un à chercher à avoir des signes, tout ça. Tout simplement parce que c'est évident qu'ils vivent, ils sont vivants dans mon cœur, quoi. Mm. C'est-à-dire, je ne ressens pas cette séparation. Alors un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, on ne se remet jamais du deuil d'enfant. Alors bon, non, on se remet pas parce qu'il n'y a pas à se remettre, mais on transforme, on transcende, on transmute, c'est quelque chose de complètement différent. Et j'entends trop souvent dire que donc il y aura toujours la souffrance, il y aura toujours le manque, etc. Moi aussi, je le croyais. Sauf que de mon expérience à moi, et donc si c'est la mienne, bah ça peut être celle d'autres, je ne suis plus dans la souffrance par rapport à cet événement, tout simplement parce que c'est vrai que ce moment incroyable où j'ai senti qu'il n'y avait plus de séparation, j'ai su que si on rentre en communion avec les êtres qu'on aime, jamais ils nous quittent, jamais il y a de véritable séparation. Alors oui, bien sûr, je sais bien, on les prend plus dans les bras, on les touche plus, bon, je sais bien, ça c'est le plus difficile, c'est de rentrer en relation uniquement avec les corps des gens. On est toujours en train de se dire, voilà, quand t'es pas là, tu me manques. Mais si on entrait en communion avec les gens, même quand ils sont pas là, on les sentirait là et ils ne nous manqueraient pas. Je sais qu'avec ma fille, on vit beaucoup ça. Elle part des fois très très loin dans le monde, etc. Je ne me suis jamais sentie séparée d'elle. Et cet état l'état de conscience, pour moi, c'est ça, c'est être en communion permanence. Il n'y a pas de début et de fin, en fait, quelque part. Et cette énergie que nous sommes ne disparaît jamais. Et les êtres que nous aimons et que nous avons aimés, c'est nous qui croyons qu'ils ne sont plus là. Et d'ailleurs, si vous écoutez bon, il y a des médiums qui sont en contact avec. D'ailleurs, j'ai rencontré une fois une médium et ça a été la bonne fois parce que ça a été aussi riche, j'ai oublié de dire, mais c'est important ça. C'était c'était une radiesthésiste qui m'avait dit, oh, vous devriez aller voir cette dame. D'abord, c'est un médecin qui me dit, oh, vous devriez avoir cette dame, elle est radiesthésiste, elle peut vous aider. Donc, j'ai fait comme ça tout le temps. Le médecin m'a dit ça, je vais voir la dame. La dame, elle me dit, elle me fait le pendule, elle me dit, oui, vous devriez prendre peut-être cet oligo-élément-là, etc. Puis elle me dit, oh, mais vous savez, il y a une dame pas loin qui voit les défunts. Oh, vous devriez la voir, super. Je ne sais absolument pas ce qui m'a pris. J'y suis allée. Et là, je ne lui avais pas dit un mot. Elle a commencé à dire, oh mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Je vois un petit garçon, une petite fille qui se donnent la main.
oh là là, c'est beau, ils sont dans la lumière, et il y a des fleurs, et c'est beau. Et moi, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je ne pouvais plus pleurer. Je dis, mais c'est incroyable, mais comment elle sait tout ça? Parce qu'elle me décrivait ma fille comme si elle était devant moi. Et puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, tu peux aller chercher sur Google Minagol, tu vois, et l'histoire, rien. Et elle me dit, oh, puis la petite fille, elle tient un truc comme ça, puis elle fait, mais tu vois que j'y arrive, tu vois que j'y arrive. Elle me dit, ça vous dit quelque chose? Je dis non. Non, puis le petit garçon, il a un lapin, et toujours, il parle toujours de Jeannot Lapin, ça vous dit quelque chose? Alors, moi, je dis là, non. Puis je me dis, oh, c'est un peu n'importe quoi ce qu'elle raconte. Et puis on termine la séance, mais enfin quand même, elle m'avait parlé de ça. Et je rencontre l'ancienne nourrice des enfants. Et puis tout d'un coup, je lui raconte, je dis, tu sais, j'ai fait un truc, hein, on t'en parle pas, hein, parce que c'est quand même bizarre ce que j'ai fait. Voilà, mais il y a une dame, elle m'a dit ça, puis elle me dit, mais tu vois, alors Annie, elle me dit, ben oui, c'est le Rubik's Cube. Je dis quoi? Ben oui, elle jouait toujours au Rubik's Cube et puis elle disait, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et là, elle était en train de dire, tu vois, maintenant j'y arrive. Hein. Donc ça m'a fait quand même un choc parce que ça correspondait vraiment à ce qu'avait dit la médium. Après, je lui parle de Jeanne Lapin. Elle me dit, ben oui, Davy, quand il faisait la sieste, eh bien, on lui racontait l'histoire de Jeanne Lapin et il avait un livre avec Jeanne Lapin, une peluche Jeanne Lapin. Alors là, je suis restée, waouh. Et donc, c'est ce genre de choses qui sont complètement irrationnelles, mais moi, ma vie est totalement irrationnelle, même si je suis bien dans mon corps et dans ma vie, je pense que la vie est irrationnelle et que c'est la vraie vie. La vraie vie. L'autre, c'est une illusion. C'est une illusion, ce côté sérieux, grave, dramatique, etc. La vie, c'est autre chose. La vraie vie, c'est la joie. Hein. C'est la célébration, c'est s'émerveiller des gens qui sont autour de nous et s'émerveiller de la nature et puis la respecter et l'honorer. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Dans quelle vie on va vivre? Oui, et je suis désolée parce que il y a plein de questions, mais je ne posais aucune question. C'est tellement, je me sens tellement en connexion avec toi que voilà, les questions viennent comme ça. Quelque chose qui me plaît beaucoup dans ton témoignage, c'est le fait qu'il aide à relativiser. Je crois qu'il y a plein de gens qui sont en train d'écouter ça et qui disent bon, finalement, je n'ai pas autant de problèmes que je le crois, ou les choses ne sont pas si graves que je me le dis. Et ça, c'est vraiment merci pour ça parce que ça nous aide à. En tout cas, moi, ça m'aide à relativiser et ça m'aide aussi à voir que le monde, que la vie est est un cadeau magnifique. C'est ça que c'est ma prise de conscience en ce moment. Et je vis de tout ça, de finir cette conférence et aller prendre mon compagnon dans mes bras et aller sauter dehors parce que je suis vivante. Et merci pour ça, Nina. Alors, bon, je vais quand même traiter cette question. Quelqu'un qui demande comment faire pour communier avec les gens que tu viens de dire tout à l'heure. Alors, on ne peut pas comme ça le faire mentalement. C'est quelque chose, c'est que nous devons développer cette capacité d'expanser nos énergies. D'ailleurs, on pourrait le faire 2 minutes, là, vous voyez? Ah oui, simplement, s'il te plaît. Mais voilà, parce qu'en fait, on sait tous le faire, mais on ne le fait pas. En fait, simplement, là, dans cet instant, juste prendre conscience donc du corps, hein, voilà, des limites du corps, et puis choisir d'expanser l'énergie dans toute la pièce. Voilà, j'expanse mes énergies dans toute la pièce, comme si on voulait aller toucher les murs avec nos énergies. Et on s'expanse, on s'expanse, on s'expanse dans la pièce. Puis ensuite, ben, vous allez faire la même chose. Vous allez vous expanser autour de votre maison, de votre appartement. Vous allez aller au-delà, vous allez vous expanser encore au-dessus de votre ville ou de votre village. Hein, c'est comme si vous alliez vous envoliez et puis voyager, vous vous expansez, pensez au-dessus de la France, au-dessus, enfin il y a peut-être des gens du monde entier, au-dessus de votre pays. Et puis vous vous expansez encore plus au-delà de votre pays, carrément pour voir la Terre. Et vous êtes carrément au-delà de la Terre et vous pouvez voir la Terre et vous pouvez sentir comment vous pouvez embrasser la Terre et englober la Terre à l'intérieur de vous. Et que vous englobez aussi votre corps qui est resté au même endroit et vous, vos énergies, vous vous expansez et vous pouvez aussi vous expanser avec
toutes les personnes qui sont en train de regarder en ce moment, hein, de regarder cette conférence en ce moment. Et vous n'avez pas besoin de les voir, juste laisser les petits filets, aller vous relier avec toutes ces personnes-là, et pour ne faire plus qu'une seule conscience. Et puis, sans transition, vous pouvez tout simplement revenir là où vous êtes, ouvrir les yeux là où vous êtes, en gardant cette expansion, cette sensation d'expansion, que nous ne sommes pas juste coupés avec notre petit corps, mais que nos énergies se rejoignent. Il suffit de l'intention qu'elles se rejoignent pour qu'elles se rejoignent. Et la communion, c'est de faire plus qu'un avec la nature. La communion, c'est de faire plus qu'un avec l'eau qui coule, avec la rivière, avec les montagnes, avec les nuages, de se fondre là-dedans. Souvenez-vous quand vous vous allongez dans l'herbe et puis par moment, à un moment donné, il y a le mental qui s'en va et puis vous vous abandonnez dans le sol et puis, oh là là, vous êtes bien, vous entendez un petit peu les oiseaux, il y a le soleil comme ça qui vient à vous et là, vous êtes en communion. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de jugement. Eh bien, on peut faire ça avec toutes les personnes, même celles qui sont déjà parties. Juste, vous allez, vous vous projetez là où elles sont et vous rentrez en communion. Vous laissez un petit filet de votre cœur à leur cœur partir. Hein. Un petit filet énergétique. Vous pouvez l'imaginer. Hein. Si c'est par rapport à des enfants, ben vous pouvez imaginer l'énergie là qui part de votre cœur, un petit filet puis qui rejoint le cœur de vos enfants. Voilà. Et vous le faites avec toutes les personnes avec qui vous voulez être en communion. Et quelque part, vous allez peu à peu le développer, ça, et percevoir que, mais oui, c'est vrai, on n'est pas séparés. Wow, merci beaucoup. Merci. Alors, oui, j'ai senti en fait cette connexion de laquelle tu parles et finalement de prendre conscience que cette séparation elle est mentale, mais qu'il n'y a aucun endroit où j'arrête d'exister et que toi tu commences à exister, que nous sommes le tout en fait. Oui. Ok, on continue. Quelle émotion hein, ce soir. Merci Mina. Alors, wow, c'est des questions. Mais imagine-toi, ça c'est des conférences, des titres de conférences. Comment comprendre et résoudre les valises des ancêtres que l'on est venu nettoyer? On fera une conférence sur ce sujet, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu? C'est Jacqueline qui pose cette question. Donc, comment nettoyer les mémoires, c'est ça? Comment comprendre et résoudre les valises des ancêtres que l'on est venu nettoyer? Alors, c'est surtout que, alors moi je fais un peu le chemin inverse dans le sens que c'est pas l'idée d'aller rechercher exactement toutes les histoires, parce qu'on n'en trouvera jamais toutes les histoires de nos ancêtres. Ce qui est important, c'est de nous en libérer énergétiquement, vibratoirement. Et ça, c'est tout un cursus que je donne dans mes formations, qui fait que beaucoup de choses que nous vivons, par exemple, qui ne nous conviennent pas, souvent, elles ne nous appartiennent pas. C'est ça, en fait. Quand on porte les bagages des ancêtres ou de l'inconscient collectif, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est comme si on avait pris un sac à dos et puis que depuis ce sac à dos, il y a des rayons, il y a des vibrations qui arrivent et puis elles viennent saboter ce que nous, on voudrait vivre. C'est-à-dire que si on choisit d'être heureux et puis en même temps, on choisit d'être heureux, consciemment, on se dit, moi, je choisis d'être heureux, voilà. Et puis en même temps, on se rend compte qu'on fait des choses qui nous sabotent. Et on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Ben, ce pourquoi j'ai fait ça, c'est le sac à dos qu'on porte inconsciemment. C'est ces fameuses vibrations. Et ce sont des mémoires qui se révèlent à travers des croyances, des points de vue qu'on a. C'est-à-dire que parfois, on s'entend dire mais vraiment, je suis complètement nulle. Ou alors, mais la vie, elle est pourrie.
Mais d'où ça vient ça? Est-ce que vous vous êtes réveillé un matin en disant aujourd'hui, je vais choisir d'être complètement nul, ou bien alors aujourd'hui, je vais choisir que la vie est pourrie? Non, c'est quelque chose qui est comme implanté en nous, des idées, des croyances, des points de vue fixes, etc. Mais le problème de ça, ça peut-être que c'était l'arrière-grand-mère qui disait ça, hein, la vie elle est pourrie, puis ça s'est transformé, ça a traversé les générations, puis toi tu portes ça aussi, alors que tu n'as pas envie justement que ça soit ça. Seulement, on ne peut pas le faire mentalement parce que c'est comme s'il y a deux énergies qui s'opposent. Toi, dans ton choix d'être heureuse, et puis les énergies de la grand-mère ou de l'ancêtre du Moyen Âge. Et donc, il y a des outils comme ça, il y a des questions qu'on pose, on travaille beaucoup avec les questions. Hein, et en général, quand tu as quelque chose comme ça qui te dérange ou que tu portes, tu sens que ce n'est pas à toi, il faut dire est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Et c'est là que c'est important de développer l'intuition et le percevoir, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Hein. Et à un moment donné, tu sais, mais à 99%, ça ne t'appartient pas. Et à un moment donné, l'outil, c'est de dire retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout d'un coup, tu te désidentifies d'une histoire qui n'est pas la tienne. Mais à laquelle, excuse-moi, mais à laquelle on a adhéré d'une certaine façon. Oui, mais adhérer sans le savoir la plupart du temps. Tu vois, parce que les points de vue qu'on a, les idées qu'on a, on croit que c'est des vérités. Mais combien de choses on dit qui ne nous appartiennent pas? Qu'on répète, soit de nos parents ou de notre environnement, ou qui sont encore plus subtilement cachées sous le tapis et que tu ne sais même pas ce que c'est. Ça émet des vibrations, tu ne sais pas ce que c'est. À ce moment-là, on va aller faire monter ces énergies-là en posant des questions. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui m'empêche d'être joyeux, d'être performant dans ma vie, lumineux, je vais le détruire maintenant. Et en fait, tout ce qui t'empêche, c'est une énergie que tu fais monter. Et ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est qu'on n'a pas besoin de se souvenir de ce que c'est. On n'a pas besoin d'avoir, comment dire, l'image de ce qui s'est passé exactement. Par exemple, moi, avant, j'ai travaillé en psychogénéalogie, j'ai travaillé donc dans divers domaines du transgénérationnel. On essayait de faire des recoupements quand même avec des histoires d'ancêtres. Alors, des fois, c'est intéressant aussi. Hein, voilà, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Mais il y a beaucoup de choses que l'on porte qu'on ne retrouvera jamais ce que c'est exactement. Alors, à une époque, on faisait du travail de régression pour retrouver des événements clés qui se sont imprégnés à l'intérieur de nous. Et maintenant, moi, je trouve qu'avec ce travail donc des mémoires, de libération des mémoires cellulaires, il suffit de poser des questions pour faire monter ces énergies et les faire partir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Hein. Mais déjà, rien que de poser des questions, tout ce qui m'empêche d'être libre, par exemple, et de faire le choix, je le détruis. Tout ce qui m'empêche de choisir, je le détruis. C'est-à-dire que peu à peu, chaque fois quelque chose monte où on est mal à l'aise, au lieu de se dire je ne suis pas bien parce que, on va dire tout ce qui m'amène à être comme ça, je le détruis maintenant et je choisis autre chose. Et peu à peu, ce qu'on est en train de créer, c'est des nouveaux circuits neuronaux. C'est comme des circuits neuronaux, toutes les croyances et les pensées qu'on a, c'est comme des autoroutes d'automatisme qui se sont mis à l'intérieur de nous. Et l'idée, c'est de créer des nouveaux autoroutes, des nouveaux circuits neuronaux, hein, qui soient vraiment dans ce qu'on a envie de vivre sur cette terre, sur cette planète. Hein. Et toujours demander, moi je donne toujours la main à la conscience. Hein. J'ai toujours ma main comme ça, et je dis, quoi d'autre est possible? Je donne ma main à la conscience et je lui demande de me guider. Hein. Mina, le temps est malheureusement fini. Est-ce que tu aimerais donner un message de fin pour les 1000 personnes qui t'ont entendu sans bouger pendant 1 heure et demie, qui ont été, comme disait Corinne, suspendues à chacun de tes mots? Ben moi, je voudrais juste dire, si vous étiez là, c'est que nous avions rendez-vous ce soir. Et nous avions peut-être rendez-vous depuis longtemps, parce que parfois, on va dans des endroits où on a besoin d'entendre les choses qu'on a à entendre.
comme moi, je suis allée dans des endroits où j'avais tellement de choses à entendre et je continue d'ailleurs d'aller dans ces endroits-là. Et ce que je voudrais juste te dire, moi, j'ai rien à prouver. Je peux pas donner de recettes vraiment. J'ai des outils pour accompagner, certes, mais ce que je veux dire, c'est que il y a en vous, mais qui que vous soyez, des ressources phénoménales. Et la plupart du temps, on est réduit dans une petite vie médiocre, une vie de sécurité, une vie où on n'ose pas prendre de risques. Mais c'est quoi la vie si ce n'est prendre des risques? Le risque de vivre, le risque d'aller dans un inconnu qui peut nous amener à porter des choses tellement plus grandes que tout ce qu'on connaît. Donc moi, je vous invite à oser vivre, à oser prendre le risque de vivre, à oser faire des choix fous que les autres trouvent qui sont fous, à oser être différent, à oser être bizarre éventuellement, à oser en tout cas choisir la vie, choisir la joie, choisir d'être heureux. Et honnêtement, on en a bien besoin sur cette planète en ce moment. On a besoin de vous, la Terre a besoin de vous, la Terre elle a besoin de vos rires. Moi, je dirais aussi qu'un de mes outils qui m'a aidé dans ce cursus, c'était l'humour. J'ai toujours su rire de moi, rire des choses de la vie, de plein de choses. Et le rire, mais c'est une énergie fabuleuse. C'est une énergie de guérison. Alors même s'il y a plein de choses horribles autour de nous, c'est pas à nous de descendre vers la souffrance, c'est à inviter la souffrance à se transformer en lumière et en joie. Et c'est peut-être ça notre travail. Et si nous étions tous à être une inspiration pour le monde, et nous pouvons tous être ça. Alors, attends, je vais me mettre plus grand. C'est la seule chose que je peux te dire. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Je vais mettre cette conférence dans mon portable et que le jour où j'ai envie de me plaindre, de me voir, oh ma pauvre, je sais pas quoi, je vais la mettre. Ah, il y a la conférence de Mina Gold, je la regarde. Merci pour cette inspiration. Je trouve que c'est énorme ce que tu nous as fait. C'est vraiment une guérison collective, cette heure et demie qu'on a passé avec toi. Je me dis que, comme tu te dis, que tout est possible, mais dans le sens que tout est possible dans l'infini des possibilités que la vie nous montre, en fait. Et que parfois, ce que nous pensons être les pires choses de notre vie, c'est comme tu es en train de nous montrer, les plus grandes opportunités. Mais pour cela, nous avons besoin de prendre la responsabilité et de choisir que c'est ça. Et c'est ça que tu es en train de nous montrer ce soir. Merci beaucoup. Et merci. À vous qui êtes là, je vais, s'il vous plaît, vous inviter à partager cette conférence. Je pense que ça devrait le passer sur TF1, sur le 6, comme ça en boucle, pour que les gens l'entendent surtout en ce moment. Mais combien de personnes vous connaissez que cette conférence peut vraiment... combien de personnes vous pensez que touchées par cette conférence? Combien de personnes ont besoin d'entendre ce que Mina nous a partagé ce soir? Donc, je vous invite à le partager parce que parfois, en un clic, je l'ai dit tout à l'heure avec Lynn Bolduc, parfois en un clic, on peut changer la vie d'une personne. Je trouve que ce qui était dit ici est tellement précieux, que ça mérite d'être connu pour beaucoup, beaucoup de monde. Si vous voulez connaître plus de le travail de Mina Gold, il y a son site minagold.fr ou .com. Non, Mina.compagnon. Ah, Mina, enfin, de toute façon, minacompagnon.com, on trouve tout de suite et j'ai une chaîne YouTube aussi. Ok, donc vous pouvez connaître plus du travail de Mina, mais aidez-nous ce soir à partager cette conférence que j'ai trouvée magnifique parce que en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'espoir alors que nous vivons, comme vous venez de voir, peut-être que la vie est en train de nous donner une possibilité extraordinaire et que, mais nous avons besoin de le choisir. Et si nous le choisissons, si beaucoup de gens choisissent que c'est une opportunité, ça va l'être. Mais parfois, il y a des gens qui ne le savent pas et des informations comme ça peuvent faire qu'une personne, deux personnes, beaucoup de personnes changent d'avis. Et c'est ce que c'est vraiment une de mes intentions avec cette semaine de la résilience. Merci Mina pour être là.
Merci à toi d'avoir organisé ça. Moi, je trouve chapeau. Moi, vraiment, bravo. Bravo. Merci. Et voilà, et tout reste, tu vois, c'est pas la dernière fois que vous allez voir Mina Gold dans Nos Sommes la Conscience. Hein? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais continuer à traiter avec toi parce que je trouve que je suis sûre que tu nous as juste ouvert une petite porte, mais qu'il y a énormément de choses à dire. Tu parlais du couple, tu parlais de plein de choses qui sont aussi importantes et on va continuer à les parler. OK? Merci beaucoup, ma chère. Et je suis. Tu parlais de cette main tendue, tu vois. Il s'est passé que je vais te dire, je vous partager, je n'avais pas invité Mina à cet événement. Mais il y a eu une personne qui n'a pas pu faire partie de cet événement, et ça c'était jeudi, je t'ai appelé vraiment il n'y a pas très longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, comme tu disais, ça m'est venu tout de suite Mina Gold. Alors qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, c'était dans cette synchronicité que tu parles, et on s'appelait, et c'était tout de suite d'une fluidité incroyable. Facile, hein? Oui, c'est vrai. Et là, je comprends que la semaine de la résilience n'aurait pas été la semaine de la résilience, mais si elle commence à peine, sans ce témoignage tellement fort que tu viens de nous offrir. Donc, merci la vie. Oui, merci la vie, et ne pas oublier combien nous sommes magnifiques, combien tu es magnifique et combien toutes les personnes qui nous regardent sont magnifiques, et qu'elles ne l'oublient jamais.